Bonjour à tous. Ceux qui ne me connaissent pas du tout, juste je suis entrepreneur, j'ai créé Brainswat qui est une boîte, une agence d'innovation, j'ai cofondé une fintech qui s'appelle Steum et qui permet à des propriétaires de ne pas se faire saisir leur maison. On a permis d'investir 30 millions d'euros et on a évité la saisie à 200 familles. Après on est une des premières fintech, plateforme de crowdfunding en France. J'ai écrit 2 bouquins, le premier qui explique pourquoi et comment PowerPoint te rend stupide, et le deuxième qui explique comment travailler plus vite. Et voilà, je fais pas mal de conférences à droite, à gauche. Ceci étant dit, je rentre dans le vif du sujet parce qu'on a peu de temps. Devinette, après le déjeuner comme ça, quel est le point commun entre le char d'assaut qui est à droite, celui-là, et Wikipédia, selon vous? Ça a été inventé par l'armée? Non. Bien essayé. Bien essayé. On peut dire des bêtises, c'est autorisé dans le sens politique. Revenons un peu en arrière pour vous raconter l'histoire. Vous connaissez donc la Seconde Guerre mondiale, débarquement de Normandie, 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Le plan de bataille est simple, prendre les plages, une fois qu'on est installé, aller en Normandie, traverser la Normandie et ensuite aller casser la gueule aux Allemands. C'est le plan de bataille qui est simple. Ils n'avaient pas prévu un seul petit truc, le bocage normand. Les petits buissons, hein. Il y en a plein. Partout. Partout. Ce qui pose problème puisque chaque champ dans lequel se déplacent les Alliés devient un champ de bataille miniature avec des mitraillettes, des obus de mortier, etc., des pièges. Ça retarde énormément l'avancée des Alliés et ils ont des pertes très très lourdes uniquement à cause d'un buisson. Nous sommes à l'armée, les choses sont simples. Les gars en bas qui se font mitrailler se disent chef, qu'est-ce qu'on fait? On est à l'armée, c'est logique. Le chef, il a fait West Point, il est très très fort en plein de choses et en stratégie, mais alors le buisson, on n'a pas appris comment ça gère, donc il n'a pas beaucoup de réponses. En revanche, dans l'armée, en bas, il y a un type dans un des chars qui s'appelle Curtis. Et Curtis, dans le civil, il est fermier. Et il a une ferme avec des champs, des tracteurs, etc. Et lui, quand il a un buisson, Curtis, il fait pas semblant, il n'a pas peur d'un buisson. Il met une espèce d'énorme fourche en métal à l'avant de son tracteur et il déracine les buissons qui le gênent. Donc Curtis dit les gars, on va faire pareil plutôt que de se faire mitrailler. On met une fourche à l'avant d'un char d'assaut et on verra bien ce qui se passe. Ils essayent. Ils mettent une fourche à l'avant d'un tracteur, d'un char d'assaut. Miracle, ça permet de défoncer le bocage normand et d'accélérer l'avancée des Alliés. Et chaque champ, du coup, il s'en sort plus rapidement et il y a beaucoup moins de morts. Moralité de cette petite histoire, chacun est une partie de la solution. C'était le point commun avec Wikipédia. Mais il y a une deuxième moralité de cette histoire, c'est que face à un problème qui est nouveau, la solution ne vient pas forcément d'en haut. L'allégorie, c'est que les chefs ont peut-être fait West Point, mais ils n'ont peut-être pas fait un CAP d'agriculture. Donc quand on a un problème qui est nouveau, comme un buisson ou autre, on ne se tourne pas forcément vers le chef. Comme on va le voir avec cette autre histoire, toujours militaire. Nous sommes en mai 1968, à bord du sous-marin américain USS Scorpio, sous-marin nucléaire, donc en pleine guerre froide. La technologie nucléaire n'est pas encore très développée, ça reste assez secret. Et pas de bol, puisque les Américains, au bout de 5 jours, se disent je pense qu'on a perdu le sous-marin nucléaire. Il y a 99 marins à bord et une technologie ultra secrète, et ils n'ont pas envie que ça tombe aux mains des Russes. Au bout de plusieurs jours, donc, ils se disent là c'est perdu, il va falloir qu'on le cherche. On le retrouve, il n'y a pas de GPS, nous sommes en 1968. Retrouver un sous-marin dans l'Atlantique sans GPS, quand on ne sait pas où il est, c'est pas simple. Néanmoins, grâce au dernier message radio, ils se disent a priori le sous-marin doit être par là. Diamètre de 200 km, profondeur 4000 mètres. Aller trouver un sous-marin qui fait 90 mètres là-dedans, c'est pas excessivement simple. Du coup, ils vont mandater un officier qui s'appelle John Craven. Et John Craven va utiliser une technique assez originale pour retrouver le sous-marin. Il va se mettre à bosser et formuler des hypothèses. Qu'est-ce qui a pu se passer pour le sous-marin? Il va formuler une hypothèse, 2 hypothèses, 3 hypothèses, 4 hypothèses. Et puis, il va réunir une équipe de gens pluridisciplinaires, géographes, mariniers, océanographes, physiciens, ce que vous voulez. Et il va leur dire, j'ai des hypothèses, vous allez parier sur les probabilités de ces hypothèses, laquelle est la plus vraisemblable. Le gagnant remporte une bouteille de Chivas Regal. C'était un petit peu l'incentive du workshop. Il a formulé des hypothèses, les gens ont parié sur les probabilités de chaque hypothèse, puis il a fait passer ça dans un théorème qui s'appelle le théorème de Bayes, qui est un théorème d'inférence statistique. Quand vous connaissez A et B, et qu'il y a des modifications dans une des hypothèses, vous avez, c'est des actuaires dans la salle. J'en avais avant-hier, je ne me le suis pas raconté. En gros, ça permet juste, quand on connaît une hypothèse et qu'on a une nouvelle hypothèse, une nouvelle donnée qui rentre dans une nouvelle hypothèse, de la réactualiser.
Il fait passer toutes ces hypothèses dans ce théorème et il aboutit à une conclusion, à un résultat. Le sous-marin doit être par là. Quelques semaines plus tard, on retrouve le sous-marin en 2 morceaux, effectivement, par 3000 mètres de fond. On apprend que le sous-marin a été broyé à 600 mètres de fond et malheureusement les 99 marins à bord sont morts. Dans ce côté tragique, il y a une seule bonne nouvelle, c'est que le groupe qui a travaillé sur les hypothèses a estimé le lieu de l'impact dans les lieux du naufrage à 200 mètres près, ils avaient raison. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que personne n'avait raison, mais le groupe, collectivement, avait raison. Donc tout le monde avait tort, mais le groupe avait raison. Troisième donc, moralité, le groupe est collectivement plus intelligent que la somme des intelligences individuelles. C'est la raison pour laquelle, dans ce jeu très connu qui veut gagner de l'argent en masse, avec Gad Elmaleh, le vote du public est toujours plus fiable que l'appel à l'expert. Quel que soit le jeu, quelles que soient les parties, c'est toujours le vote public qui est le plus fiable. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est un teaser. Il y a une exception. J'attire votre attention là-dessus, il y a une exception. Ce sont des supporters de foot, bien évidemment. Après de nombreuses recherches acharnées en mathématiques pures, nous avons abouti à une nouvelle formule, la loi des supporters, où l'intelligence collective est inversement proportionnelle au nombre de supporters dès lors qu'il s'agit donc de supporters. Ces gens sont peut-être avocats dans le civil, mais ici ce sont des animaux. Tout ça pour vous dire qu'il y a un éléphant dans la pièce quand on parle d'intelligence collective. Cet éléphant, c'est que l'intelligence collective, que tout le monde appelle, que tout le monde dit que c'est génial, il est beau, c'est une classe, ça va, c'est bon. Il n'est pas tous avec Craig. Cette intelligence collective que tout le monde appelle de ses voeux peut être tout aussi puissante que la stupidité collective. Sacré gens. En fait, ça a commencé à être découvert dans les années 60 avec une expérience qui s'appelle l'expérience de H. Est-ce que ça vous parle? Mais imaginons qu'on la fasse ici en live, cette expérience, elle se passe de la façon suivante. On va prendre une salle remplie de gens et vous êtes tous mes complices, sauf une personne, Maïté. Maïté n'est pas au courant que c'est une expérience complètement truquée. Ce qu'on va tester, c'est Maïté, en fait, c'est pas nous. Et je vous demandais à chacun d'entre vous de me donner quelle est la barre de droite qui correspond à la barre de gauche. C'est excessivement simple. Et un par un, vous allez tous me dire la barre B, évidemment. Bah, c'est la barre B, c'est la barre B, bien sûr c'est la barre B, etc. Jusqu'à Maïté qui passera en dernier. Et Maïté, dans 80% des cas, elle va dire soit j'ai un problème, soit ils ont tous un problème, c'est peu probable, donc je pense que je vais dire comme le groupe. Et Maïté va dire la barre B, alors qu'elle ne croit pas à sa propre réponse. C'est ce qu'on appelle la pression sociale, et ça rend complètement stupide, comme on peut le voir donc avec des supporters. Alors, l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pourquoi on en parle autant? Est-ce que ça se mange? On va tenter de répondre à toutes ces questions-là rapidement. Il me reste 36 minutes pour le faire. Je vais tenter d'y arriver. Nous vivons une époque formidable, vous l'avez remarqué, dans laquelle l'information disponible est monstrueuse à un coût dérisoire. Tablette submarine en argile, Internet. Je passe le détail, c'est beaucoup plus simple de se partager un mail que 12 tonnes de tablettes en argile. Dans ce monde d'avant, quand on avait un problème, on demandait au chef ce qu'il fallait faire. Le chef avait appris à West Point ou à l'ENA ou ce que vous voulez ce qu'il fallait faire, enfin l'ENA j'en doute, et il expliquait, il expliquait ce qu'il fallait faire, et les gens exécutaient, il était légitime pour ça. Dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on est rentré, le monde de maintenant, allégorie d'un monde un peu mystérieux, on ne comprend pas grand chose à ce qui se passe. Si quelqu'un vous dit je suis expert du monde qui se passe et dans 5 ans le monde sera comme ça, c'est un escroc. Parce que personne ne comprend le monde dans lequel on vit, ça va beaucoup trop vite, c'est pour ça qu'apparaissent un tas de machins qui font bien, comme blockchain, ubérisation, big data, changement de paradigme. J'attends de pouvoir publier un article sur lequel je dirais disruption paradigmatique, parce que je crois beaucoup à ce mot, je pense qu'il a un très grand avenir devant lui. Bref, nous sommes dans une période d'incertitude maximale, comme jamais on en a connu auparavant. J'insiste bien là-dessus, jamais on est rentré dans une période d'incertitude aussi grande en tant qu'être humain. Et c'est notamment à cause de ce petit objet qui s'appelle le téléphone portable et qui est la technologie la plus rapide à s'être développée dans l'histoire de l'humanité. Il a fallu 30 ans pour qu'on passe de 0 téléphone portable à 6 milliards de téléphones portables. Jamais une technologie n'a été répandue aussi vite sur la planète. Jamais. Et ce petit appareil lui permet d'accéder à n'importe quelle data dans n'importe quelle partie du globe, autant d'informations qu'un physicien du MIT quand vous êtes un paysan du Bangladesh. C'est exactement la même chose. Et ça, c'est complètement nouveau. Nous produisons à cause de ça, chaque jour, autant de bits d'informations qu'on en a produit collectivement depuis les débuts de l'être humain jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc chaque petit SMS avec un chaton que vous envoyez,
ça fait de la data, et c'est ce qu'on produit chaque jour, autant d'informations qu'on en a produit depuis le début de l'humanité. C'est pour ça qu'on a changé d'époque, et c'est pour ça qu'on dit que le pétrole, qui a dominé le monde pendant 200 ans, a été remplacé par la data. Il suffit pour s'en convaincre de voir deux cours de bourse. Le noir, c'est ExxonMobil, le bleu, c'est Apple. Et puis à un moment donné, où toutes les pétrolières se sont fait bouffer par les entreprises technologiques. Et aujourd'hui, les 4 plus grosses valeurs boursières sont toutes technologiques. Et les pétrolières sont très très loin derrière. On a réellement changé d'époque. Donc encore une façon de s'en rendre compte, l'année dernière, en 2016, j'ai, à force d'envoyer des gifs et donc des SMS de chatons et des vidéos à ses amis, nous avons produit collectivement 4 zeta-octets de data. C'est un 4, suivi de 21 zéros. Ça vous rassure? Ça vous parle? Moi non plus, ça ne me parlait pas. Prenons un petit peu de recul. 200 millions d'années, c'est le temps qu'il a fallu aux dinosaures pour apparaître, dominer le monde, disparaître, laisser les mammifères apparaître jusqu'à Trump. C'est long, c'est sacrément long, c'est tout une boucle terrible. 800 millions d'années, 4 fois ce temps-là, c'est le temps qu'il a fallu pour passer des eucaryotes, à peu près, à Trump. C'est extrêmement long, 800 millions d'années. 4 zeta-octets, si on les convertit en CD audio de 74 minutes, je me suis fait chier à faire ce calcul. Si on les convertit en CD audio de 74 minutes, ça nous fait un CD qui durerait 800 millions d'années. Vous mettez play, et il se termine 800 millions d'années plus tard. Voilà ce que représente 4 zeta-octets. C'est énorme. 800 millions d'années, c'est énorme. En 2025, donc dans pas longtemps, nous produirons 163 zeta-octets de data grâce à vos aspirateurs connectés qui parleront avec votre frigidaire, qui parleront avec votre téléphone, etc., etc. Nous produirons donc 163 zeta-octets. Qu'est-ce que ça représente? 33 milliards d'années de musique, soit plus de 3 fois l'âge de l'univers. En 2025, en une année, voilà ce qu'on produira. On a réellement changé d'époque. Et face à ce changement d'époque, cette disruption paradigmatique, nos leaders, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient chefs d'entreprise ou autres, ne comprennent plus rien. La preuve, je ne vais pas lui taper sur le dos, mais quand même c'est beau. Un candidat à la présidentielle dans un pays qui est rongé par le chômage, qui découvre l'existence du Bon Coin sur lequel il y a 300 000 offres d'emploi, il ne connaissait pas. C'est aberrant. Et ces gens prétendent ensuite gouverner. Tout ça pour dire que de droite ou de gauche, ces gens-là sont largués. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de chefs formés à l'ancienne, on a besoin de leaders. Qu'est-ce qu'un leader? C'est quelqu'un dont le job consiste à activer des parcelles de génie individuelles parmi vous pour générer du génie collectif. C'est très très différent. C'est accepter que l'intelligence collective, elle vient d'en haut et elle vient d'en bas. Elles se rencontrent, elles se croisent, elles se mélangent. Et le job d'un leader, c'est de générer ceci. En plus, ça rapporte. Est-ce que vous connaissez Intuit? C'est une boîte qui permet à des entreprises de déclarer leurs impôts, et à des particuliers de déclarer leurs impôts et leurs taxes. Cette boîte, au lieu de prendre un service client qui aurait répondu à toutes les questions des gens, hein, comment ça marche, comment je me inscris, etc., ils se sont dit, on va laisser faire les autres personnes. Ils ont répondu collectivement à 25 millions de questions. Donc vous, enfin les utilisateurs, ont répondu à d'autres utilisateurs. 25 millions de questions, ce qui a réduit les coûts sur une des lignes du produit de 35%. C'est bien beau tout ça. Comment est-ce qu'on fait de l'intelligence collective? C'est pas facile. C'est un paradoxe. Ceci est une allégorie d'un paradoxe. C'est pas facile, il y en a 6 des paradoxes qu'il faut dépasser. En tant que manager, vous devez naviguer entre des intérêts parfaitement antagonistes. Il n'y a pas de solution secrète, c'est dur. Premier paradoxe, l'intelligence collective nécessite, pensez à Curtis à l'armée, nécessite d'affirmer l'individu et d'affirmer le groupe. Il y a une direction dans laquelle on va, et l'individu peut vouloir aller ailleurs. Mais il faut affirmer les deux en même temps. Il faut soutenir le Curtis et ses nouvelles idées, et il faut confronter. Une entreprise est darwinien. On se bat pour faire valoir son point de vue, c'est normal, ça a aussi du bon. Il faut laisser le temps à Curtis d'expérimenter, d'apprendre, d'essayer, et en même temps Curtis et vous, vous êtes productif, vous n'avez pas le temps d'expérimenter. L'innovation, par définition, c'est l'improvisation. Sinon, c'est pas l'innovation. Ça n'a jamais été fait avant, donc vous improvisez, c'est normal. Et généralement, l'improvisation se marie assez mal avec les normes ISO. Mais il faut faire avec. L'innovation, l'improvisation, l'expérimentation nécessite qu'il faut prendre du temps. Ce n'est pas instantané. Vous n'avez pas appris à marcher en une minute. C'est exactement pareil quand on teste quelque chose de nouveau. Mais généralement, vous n'avez pas le temps. Vous êtes en réunion, vous avez un client, vous êtes pris, vous ne pouvez pas, vous êtes produit pas. Vous n'avez pas le temps. Mais en même temps, il faut savoir faire ça. Enfin, l'intelligence collective, c'est penser bottom-up. Curtis, qui fait remonter des choses, donc s'arranger pour créer des structures qui permettent à des Curtis de faire remonter des solutions. Et piloter top-down. Si vous êtes trop à gauche,
trop dans l'innovation, vous aurez plein de salles de créativité, des post-it, des poufs en couleur, des tableaux blancs, ce sera génial, on va bien s'amuser. Il y aura zéro concret, que des idées. Si vous êtes trop à droite, que des normes ISO, que des procédures, pas d'idées. Et vous ne verrez pas arriver les prochaines disruptions paradigmatiques qui vous arriveront. Néanmoins, il y a une façon de générer de l'intelligence collective, c'est une petite recette que je propose. Alors je suis nul en cuisine, mais pour le coup ça je suis un peu moins mauvais. Ça implique de créer une communauté, de lui donner envie d'innover et de la mettre en capacité de le faire. Je vais détailler un petit peu ça. Qu'est-ce qu'une communauté? Ça commence par 2 personnes. Est-ce qu'il y a des schizos dans la salle? Non, ça commence à 1 personne. Normalement il faut 2 personnes. Pourquoi c'est important d'avoir au moins 2 personnes? Parce que ces 2 personnes pensent différemment. Reprenons l'expérience de H qu'on a fait tout à l'heure et modifions un seul des paramètres. Maïté est toujours la véritable victime de l'expérience. Vous êtes tous mes complices. Et j'ai demandé à une personne d'entre vous, au moment où je demande quelle est la barre de droite qui correspond à la barre de gauche, j'ai demandé à une personne parmi vous de dire A. Elle n'y croit pas, mais c'est grave. Elle va dire A. Le simple fait pour Maïté d'entendre une personne donner une opinion divergente du groupe, même si elle est fausse, dans 70% des cas, Maïté va se dire je me sens autorisé à dire ma propre connerie. Et elle va dire ce qu'elle pense être une connerie, puisque le groupe pense différemment, mais elle va le dire. Et en fait, c'est elle qui aura raison. Donc, quand vous êtes en train de travailler dans une boîte de résoudre un problème, et ça, HBR a publié un article il y a pas longtemps là-dessus, variez les profils. Ça rend beaucoup plus intelligent. Vous avez des approches différentes, vous pensez différemment. Variez les profils. Si vous pensez de la même manière tous, vous arriverez aux mêmes conclusions, qui ne sont pas forcément les bonnes. Ensuite, il faut donner envie à ces gens d'innover, d'inventer, de trouver des solutions, de sortir de leur zone de confort. C'est nécessaire aujourd'hui puisqu'on est dans un monde qui est entièrement nouveau. Comment on fait? Ça commence par une réponse, enfin une question très claire. Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu dans la précédente intervention, mais différemment. De répondre à la question pourquoi vous faites ce que vous faites. Et que ce que vous connaissez, SpaceX et Tesla. Tesla, vous connaissez? SpaceX, vous connaissez? C'est la même boîte, enfin c'est la même boîte. C'est Elon Musk qui l'a créé, sauf qu'il a disrupté les lanceurs spatiaux. Quand même une industrie qu'on pensait indisruptable. Il a réussi. Donc personne n'est à l'abri. Pourquoi je vous parle de ces exemples-là, de ces 2 exemples? Parce que leur why en tant qu'entreprise est partagé par tous les collaborateurs. Je n'aurai pas le temps de détailler malheureusement, mais c'est passionnant. Quand vous lisez la biographie d'Elon Musk, il est psychopathe, mais il arrive à donner le meilleur, à tirer le meilleur des gens. SpaceX n'a été créé non pas pour concurrencer EADS sur les lanceurs spatiaux et gagner plus d'argent, mais pour aller sur Mars. Et tous les gens qui bossent chez SpaceX donnent le meilleur, non pas pour gagner plus d'argent, mais parce qu'ils se disent on est la boîte qui va aller emmener l'homme sur Mars. Et pour faire ça, ils donnent le meilleur d'entre eux. Ils ont réussi à technologiquement lancer des fusées qui reviennent sur une barre dans le Pacifique à la verticale, ce qui économise énormément de coûts. Ils ont réussi à inventer une nouvelle technique de soudure des fusées sans rivet, ce qui économise du coût et du poids. Ils ont réussi à faire rentrer tout l'électronique de bord d'une fusée dans 10 000 $ au lieu de 25 millions de la NASA. Ils ont réussi à faire ça, c'est pour aller sur Mars. Et aujourd'hui, leur modèle économique consiste à gagner de l'argent en lançant des satellites pour financer le développement de moteurs de plus en plus gros pour pouvoir aller sur Mars. Et quand vous rentrez chez SpaceX dans les bureaux, ce qui vous accueille, c'est la planète Mars et pas un cours de bourse. Le rêve. Pourquoi Tesla aujourd'hui surperforme à ce point-là? Tesla n'a pas été créé pour battre General Motors ou Opel ou PSA, on s'en fout. Émotionnellement, c'est très creux. Tesla a été créé pour mettre fin à l'ère du pétrole. C'est la raison pour laquelle Elon Musk a ouvert tous ses brevets. Et n'importe quel constructeur aujourd'hui peut utiliser les mêmes technologies que Tesla. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour mettre fin à l'ère du pétrole. Tesla, aujourd'hui, pèse plus lourd que General Motors, en moins de 10 ans. Ces 2 exemples-là, c'est vraiment pour vous dire que ces boîtes ont répondu très clairement à une question qui est pourquoi elles existent, pourquoi elles sont là, pourquoi elles font ce qu'elles font, et pourquoi ils demandent aux gens de tirer le meilleur d'entre eux. Un très bon exemple en accéléré d'un groupe de gens collectivement très intelligents qui va devoir trouver une solution à un problème important, c'est dans un film qui s'appelle Apollo 13, vous l'avez vu? Rappelez-vous, le problème quand ils apprennent qu'il y a un problème de filtration d'oxygène et que les niveaux de CO2 commencent à augmenter. Ils ont très peu de temps pour trouver une solution, comme il va le dire ici, pour trouver un moyen de mettre un truc rond dans un truc carré. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène. Je le remets, je vous commente en même temps parce que c'est vraiment du workshop. Le problème. Manager. So I told the doctor they're already up to 800 pages. Anything over 15 you get impaired judgment, blackouts, the beginnings of brain asphyxia. What about the scrubbers on the command module? It takes white cartridges, ones on the limb around.
réussi, sauver la vie des gens. Voilà en résumé un peu ce que c'est qu'une start-up. Et c'est pour ça que beaucoup réussissent, parce qu'elles sont très très motivées, elles ont très peu de temps, très peu de moyens, et elles sont très créatives. Ce why est très puissant parce que les gens voulaient sauver la vie de 3 mecs là-haut. C'est pour ça qu'ils ont réussi à trouver une solution à ce qui apparemment était insoluble. Donc, quand vous travaillez ensemble, là je passe parce qu'on en a déjà parlé, posez-vous bien la question de pourquoi vous vous mettez à travailler ensemble sur un projet, comment vous allez vous y prendre et qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Rappelez-vous, c'est un rappel simplement, Simon Sinek, Start with Why. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo TED de Simon Sinek, elle est très très intéressante. Un bon why, ça permet à des entreprises et à des groupes d'inventer de tas de choses très très bénéfiques. Le why des laboratoires Bell était d'améliorer le réseau téléphonique. Pour ça, ils ont inventé le téléphone portable, le laser et les panneaux solaires. Bénéfices collatéraux quand même assez intéressants. Exactement, rappelez-vous, comme SpaceX, pour aller sur Mars, ils ont inventé un lanceur spatial qui revient, ils ont inventé une nouvelle technique de rivetage, ils ont inventé une nouvelle technique d'électronique. C'est le cas dans toutes les boîtes. Tesla, quand ils ont lancé leur voiture, ils ont inventé l'iPad 35 pouces. Ils ont inventé une batterie qui tient 300 km. Nous, on avait la Renault Zoé. Plastique. 2 places, 100 km. Juste. Ensuite, une fois que ces gens sont bien clairs sur pourquoi, vos équipes sont bien clairs sur pourquoi il faut qu'elles résolvent un problème, pourquoi il faut qu'elles trouvent une solution, il faut qu'elles partagent des valeurs. Ça ne suffit pas de se mettre ensemble dans une pièce. Il faut partager des valeurs. Je ne vais pas me la jouer prof de management de Stanford. Ils ont travaillé dessus à Stanford. Ils ont trouvé 4 valeurs fondamentalement importantes pour un groupe pour qu'ils puissent travailler ensemble. Ça nous concerne tous. Il faut partager ça avec les collègues. L'audace, c'est-à-dire l'envie de faire quelque chose qui a de l'ambition, qui soit important, qui ait de l'impact. Si on fait un workshop pour la couleur de la moquette, ça ne motive pas beaucoup les gens. La responsabilité. Alors même que vous êtes tous sociopathes, vous avez envie que votre travail collectif rende le monde meilleur, d'une façon ou d'une autre. Et non pas trouver un moyen de tuer plus de gens. La collaboration, c'est très commun, mais il faut avoir envie de travailler avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas envie de collaborer. Il faut avoir envie de collaborer avec des gens, il faut avoir envie de travailler, de passer du temps avec des gens. Le corollaire, c'est le dernier, l'apprentissage. Il faut avoir envie d'apprendre des autres et il faut avoir envie d'apprendre aux autres. Il n'y a pas tout le monde qui est câblé pour ça. C'est pas grave si vous n'êtes pas câblé comme ça, mais renoncez dans ces cas-là à travailler en groupe. Ça sert à rien. Vous êtes peut-être des chercheurs solitaires, c'est beaucoup mieux. J'en rajouterai une 5e franco-française, le droit à l'échec. En anglais, take a chance, ça veut dire prendre un risque pour nous. Risque, chance. On n'est pas câblé pour innover. Et je pense qu'aucune boîte française serait prête à publier la vidéo que je vais vous montrer. Je vais peut-être la zapper parce qu'elle est un peu longue, on a peu de temps. C'est SpaceX qui a publié une vidéo justement sur comment ne pas lancer une fusée. Enfin, comment ne pas la faire à la télé. 60 millions. $60 millions, je crois. Avec des commentaires hilarants. Est-ce que la fusée va bien? Oh, c'est juste une égratignure. Panne de carburant. Panne de fil hydraulique. $60 millions. Techniquement, elle s'est posée. Juste pas en un seul morceau. $60 à chaque fois. C'est pas une explosion. C'est un descendage rapide non programmé. J'en passe, elle est un peu longue, mais en gros, à la fin, on voit la fusée qui se pose sur une barge dans le Pacifique, ce qui est technologiquement aucun État n'avait jamais réussi à le faire. C'est dans Tintin pourtant. Dans Tintin, il le faisait, mais aucun État n'avait réussi à le faire. Elon Musk a réussi, c'est le premier entrepreneur privé à réussir à faire ça. Il a fallu beaucoup d'échecs pour arriver à une solution. Il avait dit à ses équipes, j'ai du budget pour que vous puissiez vous planter. C'est pas illimité, mais j'ai du budget. Je connais aucun manager en France qui peut dire à ses équipes, les gars, on va innover, alors pas €1 et pas droit à l'échec. C'est malheureusement ce qu'on entend trop souvent. Ensuite, et dernier point, il faut que le groupe respecte des règles. On vient dans une pièce, on brainstorm, c'est nul. Ça ne marche pas. Les règles, c'est pour éviter cette situation-là, dans laquelle le mec du milieu, qui parle très fort, qui emmerde tout le monde, il n'a pas d'idée. Et lui, il a plein d'idées, mais il est trop timide. Pour éviter ça, il y a 2 catégories de règles à faire respecter et à respecter. Les premières, c'est des règles d'interaction. Chacun les respecte. Curtis, peut-être un soldat de base, peut-être manager N+90 de Curtis. Vous le respectez. On s'écoute.
tout le monde s'écoute, tout le monde a un truc à dire. Dans l'expérience de H, c'est parce que quelqu'un a dit une connerie dans la salle que Maïté s'est senti à même de dire sa propre bonne réponse. Donc une mauvaise réponse peut donner lieu à une bonne réponse. Et tout le monde participe, on s'arrange pour que les plus timides participent et on fait taire le gros lourd. On s'arrange pour ça. Ensuite, il y a des règles de réflexion. Les règles de réflexion, il y en a 3. J'ai eu le droit à l'erreur, c'est qu'on s'autorise à dire une connerie. Donc quand vous commencez des réunions un peu créatives où il faut trouver une solution, vous dites les conneries sont autorisées, vous le dites, vous le faites sortir. Flat management, il n'y a pas de hiérarchie dans ces cas-là. Deuxièmement, on accepte d'être remis en question. Alors là, on met l'ego de côté, mais on accepte d'être remis en question et on remet en question aussi. Ce n'est pas grave, c'est très bien de remettre en question. Une seule règle, on remet en question avec des faits. Sinon, c'est une bataille d'opinion, c'est stérile. Et les faits, c'est des chiffres. Vous travaillez sur un projet de site et vous dites je préfère le bouton acheter en bleu et l'autre en vert, ça peut durer des jours. Faites un A/B testing, mesurez, décidez. Point, des faits et des faits. À ces conditions, vous aurez un groupe productif et une pensée créative. Enfin, ce groupe, il faut le mettre en capacité de le faire. Il faut le nourrir, parce que la créativité ne vient pas du vide. Il faut le mettre les conditions pour qu'il puisse innover, le workshop, et il faut qu'il puisse expérimenter. Petite démystification sur l'inspiration. Qui dans cette salle est créatif? Une personne. 2, 3. Avec des mains qui se lèvent tout timidement quand même. On n'est pas sur 4. Merci. Alors rassurez-vous, la créativité ne naît pas du vide. Il n'y a que le Bing Bang qui naît du vide. Vous avez eu des expériences et des choses avant, vous avez vu, vous avez fait, vous avez appris. Donc si ça ne naît pas du vide, c'est que ça vient bien de quelque part. En biologie, on a fait des recherches, il n'existe aucun gène de la créativité. Donc en agence, il y a des créatifs. Sans entendu, il y a des gens qui ne le sont pas, c'est faux. Comme le disait très bien un mec qui est loin d'être con, la créativité, il s'agit juste de connecter des choses. Vous avez des expériences, vous les connectez entre elles et vous avez de synthétiser de nouvelles idées. Vous avez tous eu des expériences, des choses, dans des vacances, des week-ends, ça suffit. Et vous les mélangez, vous avez des nouvelles idées. La bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas vider le réservoir de créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Comme les abdos. En fait, plus vous en avez. Comment on fait pour travailler ça? Vous lisez, vous apprenez, vous observez, vous écoutez et vous réfléchissez. J'attire votre attention sur un petit détail qui nous flingue tous le cerveau, le téléphone portable. Vous avez 1 minute d'attente au métro, 1 minute d'attente devant un ascenseur, ne dégainez pas votre téléphone portable. Laissez-le dans la poche et observez ce qui se passe. Écoutez les gens, observez le monde, observez les gens, observez ce qu'ils disent, observez n'importe quoi. Laissez à votre cerveau le temps de vaquer à ses occupations. C'est à ces conditions qu'il peut inventer de nouvelles choses. Sinon, vous êtes tout le temps en train de le gaver comme une noix d'informations inutiles. Les likes Facebook, on s'en fiche. Vos mails attendent bien un quart d'heure, c'est pas grave. Mais vous tuez votre cerveau. À force de le surnourrir comme ça, vous le gavez comme une noix. Et après, ça explose. C'est pas très intéressant. Ensuite, une fois que les gens sont inspirés, des conférences, des bouquins, ce que vous voulez, vous les mettez dans une salle pour qu'ils puissent inventer des idées. Il y a plein de façons de créer de nouvelles idées. Il y a la co-création avec des clients ou avec des utilisateurs, comme le New York Times l'a fait avec des lecteurs. Il y a les collaborateurs. Vous êtes dans une pièce et vous partez du principe que vous avez déjà la solution à vos propres problèmes. On utilise parfois la méthode Lego Serious Play, je ne sais pas si vous la connaissez. Non? C'est Lego qui a mis ça avec le MIT, notamment qui a créé ça avec le MIT. C'est extrêmement puissant, mais j'ai pas beaucoup de temps d'en parler maintenant. Très très puissant pour qu'un groupe modélise un problème et une solution, qu'il soit organisationnel, structurel, n'importe quoi. Vous pouvez travailler avec des startups. CMA CGM, vous connaissez la compagnie maritime. 40% de leurs appels entrants, c'était des gens qui disaient « Il est où mon conteneur ?» Par là. Ils perdent un temps fou, et les gens perdent un temps fou. Et du coup, ils se sont dit, on va se rapprocher d'une boîte marseillaise qui s'appelle Traxen, qui faisait des petits capteurs. Et ils ont mis 2 millions de dollars dans Traxen, ce qui est une goutte d'eau pour CMA CGM. Ils n'ont pas racheté la boîte, ils ont juste investi le capital et ils ont pu développer le container connecté. Et ce container connecté leur permet de savoir où est le container, est-ce qu'il a été ouvert, température constante, pas constante, où est-ce qu'il est dans le bateau, à quelle heure il va arriver, etc. etc. Et ils se sont dit, mais cette information-là, elle n'intéresse pas que nous, elle intéresse les assureurs qui assurent le bateau. Elle intéresse les transporteurs qui attendent sur le quai. Et ils sont mis à vendre de la data. La data mange le monde. Vous pouvez vous rapprocher des campus universitaires. IDEO a fait ça avec Motorola. Ils ont pris ce camion, c'est 5 zigotos à l'intérieur, et ils ont fait le tour des meilleures facs américaines. Et ils ont demandé aux étudiants, en 24 heures, avec pizza, coca et musique, d'inventer des technologies liées au téléphone portable, quelles qu'elles soient. Vous verrez les vidéos si vous voulez sur YouTube. Les étudiants de Caltech ont réussi à expérimenter et prototyper un gant connecté qui transforme les langages des signes en SMS.
en 24 heures. Juste, le monde change et ça va très 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 vite. Une fois que vous avez créé des choses, il faut les expérimenter. L'expérimentation, elle permet de récupérer du feedback, qui permet de faire des itérations, qui permet de prendre des décisions, qui permet de faire du feedback, ça s'appelle le lean, expérimenter, essayer, feedback, essayer. Ne passez pas 10 ans dans un lab en sortant un produit et en priant pour qu'il marche. Sortez-le tout de suite, testez et testez. Ça tombe bien parce que vous pouvez expérimenter plus vite et moins cher que jamais. Aujourd'hui, vous pouvez essayer de faire quelque chose sur Quirky. Vous connaissez Quirky? Le mec qui a créé ça doit avoir 2 fois moins que mon âge. À peu près 8 ans. C'est une plateforme dans laquelle vous avez une idée. Par exemple, vous êtes sous votre douche, hein, c'est classique, et vous dites ah, pourquoi ils ne font pas un truc qui pourrait permettre de. Vous l'avez tous eu cette idée-là. Et ben, vous envoyez un dessin à Quirky, un croquis tout bête, et puis chaque semaine, il y a un jury qui passe en revue les innovations. Et s'il trouve que l'idée est bonne, ben, ça passe en stade 2, et puis en stade 3, etc. Et ensuite, des gens venus du monde entier disent ah, moi je suis designer, je peux faire design et je prends 20% des frais de la vente, enfin des bénéfices de la vente. Un développeur arrive et dit bah, moi je suis développeur, je prends 10% et je développe le produit, etc., etc. Et donc vous avez des entreprises ad hoc, provisoires, qui se créent autour d'un produit à l'échelle du globe. Et ils vendent leur propre création en ligne et sur d'autres sur d'autres boutiques en ligne, et ça marche. Et donc vous n'avez plus d'excuses, vous avez une idée, faites un croquis, postez-la sur Quirky, c'est gratuit. Vous pouvez créer, tester un nouveau produit sur Kickstarter sans avoir même créé le produit. Il y a plein d'exemples. Sony l'a fait pour une serrure connectée. Des étudiants l'ont fait pour créer un jeu de cartes qui s'appelle Exploding Kittens. C'était des chatons qui explosent. Je vous les passe en détail, mais en fait leur pitch c'était ça. Ils ont fait quelques slides, quelques dessins, ils ont mis sur Kickstarter, ils ont levé les 10 000 $ nécessaires à la production des premières séries en 7 minutes. Et le lendemain, ils avaient 2 millions $ de précommande. Ils n'avaient rien fabriqué. Ils avaient déjà vendu. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Vous voulez créer une app, vous n'êtes pas développeur, allez sur Marvel App. C'est comme un PowerPoint, vous pouvez vous en servir, c'est gratuit. Vous pouvez faire comme si vous aviez une app et la pitcher dans des investisseurs. C'est comme ça qu'a fait Dropbox pour se lancer. Ils ont fait semblant d'avoir Dropbox. Ça a convaincu. Je passe, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement en intelligence collective aujourd'hui? Je pense que vous le faites pour une part chez Alibaba déjà. Vous pouvez créer des conditions, nous c'est ce qu'on fait. Alors il y a 1000 façons de faire de l'intelligence collective, je vous parle de celle que l'on fait nous et que je connais, je sais pourquoi elle marche. Nous on fait le mode startup, c'est très bête, hein, vous le faites peut-être déjà. Vous avez un challenge, un seul, donc rappelez-vous Apollo 13. Un seul challenge très précis, vous faites travailler les gens en petits groupes qui sont en coopétition, coopération, compétition. Ils ont 20 minutes, chaque groupe, pour trouver une solution, pitcher sur une feuille projet qu'on leur distribue à l'avance avec un pitch, combien ça coûte, combien ça rapporte, qui s'en occupe, quel est le premier frein levé dans combien de temps, pour être très très concret. Et à la fin, il y a une compétition des meilleures idées et le groupe choisit lui-même l'idée la meilleure. Vous avez suivi? Et ensuite, on peut mixer ça avec un autre atelier qu'on fera plus tard, on l'a fait avec un assureur. On a fait ça, plus un sprint, et en 2 jours de sprint, ils ont fait 15 000 lignes de code pour mettre en vrai les idées qu'ils avaient énoncées ici. J'en ai parlé rapidement. Travailler avec des Lego. Très souvent, quand vous réfléchissez, vous avez un stylo dans la main. Pourquoi vous tripotez un stylo? Parce que ça aide à se concentrer. C'est très connu. Les Lego, c'est une façon de modéliser pour un groupe, collectivement, en 3D, un problème et une solution. Ça, quand vous êtes en réunion, techniquement, vous utilisez 2 formes d'intelligence. Enfin, une forme, l'intelligence logico-mathématique, chiffres et lettres. Mais vous le savez, on a beaucoup plus d'intelligence que ça. Les Lego permettent sur un même sujet donné, pour un groupe donné, en même temps, dans un temps limité, de mobiliser l'intelligence logico-mathématique, spatiale, kinesthésique, interpersonnelle et émotionnelle, sur un même sujet. C'est comme si vous réfléchissiez dopé, comme pas permis, et que le groupe entier soit comme ça. C'est extrêmement puissant. Là, on s'en est servi avec une startup qui devait prototyper, qui devait construire un démonstrateur technologique de son truc. Autour de la table, il y avait le CEO, des PhD, un comptable, des secrétaires, des commerciaux, il y avait tous les profils. Ils ont tous construit ce modèle qu'ils devaient faire dans quelques mois. Chacune des pièces a une signification précise, très très précise. Et en fait, dans Lego Serious Play, il y a Serious. On oublie complètement que c'est du jeu, et les gens, c'est une maquette en 3D. Et ça marche très bien pour redéfinir dans votre service, par exemple, qui fait quoi. Je vous garantis, quand on fait ça, généralement, c'est hallucinant ce qu'on apprend. Personne ne sait très bien qui fait quoi et pourquoi et comment ils le font. On leur demande juste de se réunir et faire « Allez-y, expliquez-moi comment ça fonctionne ». Ça part mal. Et ça, c'est au niveau des COMEX, c'est pareil, j'en ai fait plein avec des COMEX. Comment vous êtes organisés? Ils n'arrivent même pas à modéliser leur entreprise. Mais c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc on leur fait travailler sur un modèle de qu'est-ce qui ne va pas,
comment ça marche, comment on peut l'améliorer. Et ils testent. Si on bouge cette brique Lego qu'on la met là, qu'est-ce qui se passe? Cette brique, c'est le contrôle qualité. On la met là, qu'est-ce qui se passe? On teste, et on itère, et on itère. Et c'est fait par vague de 2-3 minutes. C'est extrêmement puissant. La NASA s'en est servi pour comprendre ce qui a conduit la navette Columbia à exploser. Ils ont refait le process de l'information en Lego, et ils ont travaillé dessus. Comme des militaires qui ont une maquette d'un champ de bataille, ils travaillent sur des sortes de Lego, c'est exactement pareil. Le cerveau est beaucoup plus puissant quand il touche des objets, ce qu'on appelle le concrete thinking. Ça marche très très bien. Vous faites des brainstorming? C'est nul, hein? C'est parfaitement normal. Le brainstorming, ça me permet surtout de mobiliser la paresse sociale. C'est-à-dire qu'on arrive en réunion et on dit le voisin, il a dû travailler. Il y a une solution pour éviter ça, c'est le brainstorming. C'est nos amis américains qui aiment bien les mots comme ça. Néanmoins, c'est tout à fait logique, ça marche très très bien. Prochaine fois que vous organisez des réunions de brainstorming, demandez aux gens de venir avec un pitch de leur idée. Déjà, ils arrivent avec leur propre solution et en pensant aux règles qu'on avait tout à l'heure de réflexion et d'interaction, vous commencez la réunion avec quelqu'un qui donne la parole et qui dit « tu as 1 minute pour présenter, à toi 1 minute, à toi 1 minute, à toi 1 minute ». Tout le monde s'écoute, tout le monde s'exprime. À la fin du tour de table, si vous avez que 6 ou 7 personnes, ce qui est le nombre top pour une réunion, pas plus, tout le monde est très au fait du sujet, a entendu 7 opinions différentes, 7 solutions différentes, et la réunion peut commencer beaucoup plus vite. Comme les gens n'aiment pas se taper la honte devant leurs collègues, ils vont arriver en ayant préparé quelque chose. Et ils le savent très bien. C'est la différence entre la course de relais, où chacun va pouvoir, à un moment donné, avoir l'ensemble des projecteurs sur lui, donner le meilleur pour son équipe. Ou les chevaux de trait, vous mettez un cheval de trait, il va tirer à 100% de sa capacité. Vous en mettez 2, vous tombez à 80%, compte un peu sur le collègue. Vous en mettez 3, vous tombez à 50%. Il compte clairement sur le collègue. Donc en fait, plus vous augmentez les gens en réunion, moins il y a d'intelligence qui se crée proportionnellement. Avec ça, chacun est à 100%. Ok? C'est très bête, mais c'est très puissant. Quand vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Sachez que l'être humain est très très bon pour détruire. Il adore détruire des choses. Donc vous avez une solution, vous avez une réunion de comité ou de département sur comment est-ce qu'on va mettre au point la stratégie 2018. Personne ne bronche. C'est normal. Posez la question, comment est-ce qu'on peut bien foirer l'année 2018? Alors là, ça va y aller. Il y a plein d'idées qui vont sortir. L'être humain est beaucoup plus imaginatif pour détruire que pour construire. Une fois que vous avez purgé les mauvaises idées, enfin les bonnes idées pour détruire, vous inversez. Et il y a plein de solutions qui servent. On l'a proposé un COMEX chez Air France, ils se sont régalés avec ça et ça a trop bien marché. Vos réunions, on en parle, faites-les debout. 2 avantages. La première, c'est que ça durera moins longtemps. La deuxième, c'est qu'il a été prouvé par la recherche que quand il n'y a pas de table qui sépare des individus, la communication est nettement plus honnête. Derrière une table, on se protège, on communique moins. Sans table, on communique beaucoup plus. Beaucoup de startups américaines et aujourd'hui de grosses boîtes américaines ont mis comme règle de base les stand-up meetings. Parlant des réunions, je vous le rappelle, vous passez 40% de votre carrière en réunion. C'est énorme, c'est absolument énorme, d'autant plus que, soyons très honnêtes, l'essentiel ne sont pas très productifs. Soyez honnêtes. C'est normal, on appelle ça la real limite. Chez Brenton, on a un petit outil à vous proposer qui est gratuit, hein, ça peut vous amuser. Je le sors parfois en réunion quand il y a 10 ou 15 personnes de chez le client en face, qui sont tous des managers haut placés avec des gros salaires. On sort le réuniomètre. Vous allez sur réuniomètre.com et vous mettez, il y a 3 onglets avec un petit truc à déplacer. Du nombre de participants, durée de la réunion, salaire moyen, start. Vous avez un compteur ici qui se met à tourner. Et quand la réunion dépasse les 9 000 €, parce que c'est du salaire chargé, hein, avec les produits, etc., les gens commencent à dire, bon les gars, là on accélère. C'est une façon humoristique de le faire comprendre, mais sérieusement, on passe beaucoup trop de temps en réunion. Ensuite, et là je m'adresse plutôt aux top managers, c'est un peu un effet de mode, mais c'est pas inintéressant à creuser pour l'expérience de H, varier les profils, mettez en place un shadow COMEX, non pas qu'il ait des pouvoirs de décision, mais de le confronter à des décisions stratégiques. Ces gens, les gens qui sont un peu plus jeunes, qui sont nés dans le digital, nés dedans, pensent peut-être différemment. Et donc, juste de les consulter pour avoir leur avis sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là, c'est pas inintéressant pour nourrir, encore une fois, la créativité, pour varier les profils. Sébastien Badin l'a fait chez Accor, ils ont mis un shadow COMEX en place, et juste ça vient nourrir leur réflexion. Ces gens, les jeunes ne dirigent pas, hein. C'est juste que ça vient nourrir leur réflexion. Je pense que c'est pas une mauvaise idée à creuser. Ce qu'on fait beaucoup, j'en ai en ce moment, une partie de mon équipe qui est en train d'en faire un chez un assureur, un sprint. Le sprint, c'est, en tout cas la façon dont nous on le fait, c'est affreusement dur à faire. C'est Google Ventures, vous connaissez Google.
Ils ont une filiale qui s'appelle Google Ventures, qui crée des startups. Donc déjà Google, ils sont bons. Les Google Ventures, ils sont excellents. Ils ont théorisé une méthode d'innovation rapide qui s'appelle le Google Design Sprint. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? C'est une méthode qui permet en 7 jours de passer d'un problème à une solution testée devant des utilisateurs ou des clients. C'est très intense, c'est très puissant. On a réussi à le hacker en 2 jours, 2 jours et demi. Bon, par contre, c'est du 8h à minuit, hein, sans arrêt. Les équipes nous détestent pendant les 2 jours et ils nous adorent à la fin, parce qu'on leur met plein la vue. Par rapport à une réunion classique, un sprint, pour vous la faire très courte, parce qu'il me reste 2 minutes 24, donc j'ai largement le temps. C'est un groupe de 7 personnes, 8 personnes qui se réunissent, chacun a un rôle précis. Il y a un décideur qui tranche en cas d'indécision des équipes. Il y a quelqu'un qui va chercher des infos, qui va aller faire des recherches, il y a un chef de projet, il y a quelqu'un qui écrit, il y a quelqu'un qui pitch, ce sont des rôles clés, et ça permet au groupe d'avancer très très vite. Google Ventures s'en est servi pour développer beaucoup des startups qui sont aujourd'hui devenues des trucs classiques, comme par exemple Gmail. Ils se servent de ces process-là pour tester plus vite des hypothèses. Encore une fois, les concurrents d'aujourd'hui travaillent comme des startups très vite, ils testent très très vite. Et plutôt que de se dire on lance en R&D pendant 10 ans un truc et on espère que ça marche, ils testent immédiatement. Le sprint permet de passer d'une idée à un prototype testé en 1 semaine. Tout ça, c'est pour vous dire une chose, parmi tous les défis qui se posent à vous aujourd'hui, et vous en avez un tas à résoudre, il y a peut-être un Curtis dans la salle qui a la solution idéale pour ce problème-là. Donc c'était uniquement pour que les Curtis qui sont dans la salle ici se disent la prochaine fois que j'ai un truc à dire, je le dis, le gros lot de la réunion, il sera cadré, et je pourrai tester mon idée, malgré les contraintes de management quotidiennes. Il me reste 5, 4, 3, 2, 1, top, j'ai terminé, je suis à l'heure.